Bonsoir à toutes et à tous. On va débuter cette dernière table ronde de la journée. La table ronde Nouvelles Frontières, les grands axes à explorer pour imaginer l'hôpital du futur. Une table ronde animée par Olivier Contré. Et Daniel Pardo. Et Daniel Pardo, évidemment. Qui va prendre la parole tout de suite. Vas-y, introduis. Moi, je juste fais une petite introduction. Aujourd'hui, on ouvre un débat. On voudrait bien qu'on puisse échanger entre nous tous. C'est un débat qui résume quelques échanges que nous avons. Bien dans le micro devant la bouche, s'il te plaît, Daniel. Merci. C'est un débat qu'on voudrait bien pouvoir échanger avec vous aussi. C'est un débat qui résume un échange que nous avons fait pendant cette année avec différents partenaires, autres que Marie-Pierre et Nasser. Il y a aussi des gens de la REB, d'ESCO, Cédric Garot et d'autres qu'on a discuté pendant quelques réunions autour d'une question qui c'est les nouvelles frontières entre l'architecture et la santé. Et ce débat-là, on l'a fait autour de 3 facteurs. On a voulu parler de facteur H, l'humain, qui est l'humain aujourd'hui dans l'organisation hospitalière, quel est le facteur territoire, des villes denses, des serres médicaux et d'autres, et quel est le facteur IA et numérique dans l'organisation aujourd'hui des hôpitaux à l'échelle du territoire comme à l'échelle de l'établissement. Alors je te laisse... Alors voilà, déjà bien résumé notre démarche. En fait, l'objectif, c'est de déterminer une lame de fond de santé publique, celle que certains ont pu connaître dans les années 2000. Lors de la modernisation de l'hospitalisation, on a vu tous ces hôpitaux se construire, et jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que les JAS se concentrent en partie à ces grands établissements. Aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est que la problématique est territoriale. C'est-à-dire que, quelque part, les hôpitaux ont leurs problématiques, mais les problématiques hospitalières sont presque parallèles aux problématiques de santé publique, et ces problématiques-là sont assez importantes. D'abord, cette carte que vous connaissez sûrement sur les déserts médicaux. Alors, cette carte est un peu particulière. Elle a été faite à l'INSERM. C'est une carte qui mélange à la fois l'attractivité des territoires, le pouvoir économique de la population, l'égalité face à la santé. Et donc ces 3 paramètres issus d'enquêtes ont conduit à cette carte qui montre, avec le laser comme ça, c'est mieux, et je mets un petit plan d'arrêt, voilà, je me suis trompé de bouton, qui classe donc le territoire en 6 entités. La première, c'est celle des marges rurales en rouge. Donc on voit bien la diagonale du vide en France, mais pas seulement, vous voyez ces taches qui se répandent. Dans les deuxièmes espaces défavorisés, on a les espaces périurbains, donc qui gravitent autour des centres-villes les plus importants, puisque les professionnels de santé font le choix plutôt d'aller en centre-ville plutôt que de rester en périphérie des villes. Donc il y a de véritables déserts médicaux dans les zones périurbaines. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a les zones favorisées françaises, les zones de villégiature, etc. Et donc cette carte est quand même alarmante, puisque tout ce qui est rouge ici représente ce qu'on appelle les déserts médicaux. 45% de la population vivent dans ces zones défavorisées. Ça représente 60% du territoire. Alors, parallèlement à ça, on peut quand même se rappeler qu'en 20 ans, je vais vous rappeler cette lame de fond qu'on a connue pour certains, a consisté à la fusion d'une centaine d'établissements de santé pour des raisons d'efficacité. Et, deuxièmement, pour une raison fondamentale, c'est qu'on a concentré la construction autour de la rareté du médecin. C'est-à-dire que le numerus clausus a fait que, depuis les années 70, on a tous conscience de la pénurie de médecins qui a engendré, les déserts médicaux, mais également la concentration des hôpitaux
et leur regroupement. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte ici, c'est de voir dans l'ordre hiérarchique les CHU, voilà, avec ces grandes taches rouges ici avec la croix blanche. Et ensuite, les hôpitaux, les centres hospitaliers de référence des GCS. Ensuite, on a les centres hospitaliers qui possèdent des urgences, ce sont les points rouges, et les hôpitaux locaux, qui sont les points bleus, et enfin les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui sont les points verts. Vous avez sur cette tache grise ici les courbes isochrones 30 minutes, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans le gris, tu as plus de 30 minutes d'urgence. Voilà. Donc voilà l'état sanitaire de la France. Et en fait, avec cette politique hospitalo-centrée, eh bien, il y a eu un regroupement des plateaux techniques, un regroupement des hôpitaux qui a fait que l'hôpital s'est éloigné de la population. Et puis ici, superposé, ce qu'on peut... il y a beaucoup de choses à dire sur ces cartes, évidemment, on n'est pas là pour tout détailler. Et ce qu'on peut quand même constater, c'est que dans le nord de la France et l'est de la France, il y a plus d'établissements de soins que dans le sud de la France. C'est comme si... alors, c'est parce que c'est issu d'un ancien système social, le système minier. Mais ce qui est intéressant, c'est que... finalement, moins il y a de médecins, plus il y a de structures hospitalières. Donc c'est assez frappant. Et alors, le résultat de ça, c'est que quand on pense à l'hôpital, quand on pense à l'hôpital construit, on oublie quand même de dire que depuis 2019, voilà, là ici en 5 ans, eh ben, on mettait 37 jours pour avoir un rendez-vous chez l'ERL. Et aujourd'hui, en 2024, ça a dû augmenter depuis, on met 60 jours. Hein, autre constat, le temps moyen de déplacement pour aller voir un médecin, vous voyez que ça soit comparé à la campagne, on met des fois 20 minutes de plus pour certaines spécialités. Et résultat, en fait, le constat est fait que les Français hésitent à aller se faire soigner. Parce qu'il y a aussi l'appréhension des urgences, qu'on sait qu'on va attendre, et puis en fait, on essaye de se débrouiller par les moyens du bord, l'automédicamentation, etc. Et donc, les motifs de refus des soins, c'est les raisons financières, le délai d'attente pour 24%, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour 19%, l'éloignement géographique 8%, appréhension du diagnostic 8%. Donc en fait, ces chiffres sont pour moi extrêmement alarmants parce que vous voyez un peu la célérité de cette augmentation, de cette aggravation face aux soins. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les médecins qui se sont installés dans les années 60 ne sont pas tous remplacés. Et on subit encore, vous voyez, à peu près jusqu'en 2026-2027, une raréfaction des ressources médicales. Et alors en bleu, ici, vous avez les médecins, parce que mais vous avez également les pharmacies d'officine, les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. Et vous voyez qu'en fait, ces courbes-là ont tendance à progresser, mais pas suffisamment, puisque vous voyez que là, nous sommes à l'heure actuelle en dessous de la moyenne européenne. Hein, vous voyez qu'aux Pays-Bas, la densité de médecins par rapport à la population est supérieure, en Italie aussi, en Allemagne, en Suède. Et ça va continuer à s'aggraver pendant les quelques années qui nous suivent. Il faut dire qu'en 2031, on aura le niveau de densité médicale de 2021. Et qu'en 2035, on aura peut-être atteint la moyenne européenne de 2018. Ça donne un petit peu le tournis, sachant que c'est en partie grâce aux mesures qui ont été prises récemment. Autre constat qu'il faut observer, c'est que non seulement on manque de plus en plus de médecins, mais en plus, vous voyez que la pyramide des âges fait que la population va vieillir. Là, c'est des projections jusqu'à 2070.
Et non seulement la population va vieillir, mais avec une évolution des pathologies et une croissance démographique. Sur ces 3 facteurs, en fait, on se rend compte que, il faut absolument recruter. Alors, en fait, on en entend beaucoup parler des mesures prises pour pallier à ces problèmes de carence. Il y a eu plusieurs lois depuis à peu près 20 ans, hein, pour arrondir. Il y a la création des maisons des MSP en 2007. Et ensuite, la loi HPST, la création des ARS. Ensuite, en 2016, le GPS Santé. Alors, il faut voir que GPS Santé, je pense qu'il n'a pas fonctionné, parce qu'en même temps, ici, Doctolib, qui a été créé en 2009, en 2014 et 2015, il faisait des levées de fonds qui fait que Doctolib va exploser au détriment de GPS Santé, qui était un système d'État. Et puis en 2018, la création des CPTS avec le recrutement de 400 généralistes, d'assistants médicaux, Ma Santé 2022 sous la présidence Macron, qui a labellisé 600 hôpitaux de proximité, et ça a été une réalité. Le Ségur de la santé qui s'est intéressé au personnel de soins, comme vous le savez, de leur cadre, mais ça a été également l'occasion de créer le SAS. Et le SAS est un outil également des territoires. Ensuite, dernièrement, il y a eu la loi Garot qui oblige à une astreinte. Et puis, le dernier projet de notre Premier ministre, heureusement qu'il est revenu, c'est le réseau France Santé qui devrait être voté en 2026, dans le budget. Un dernier tableau, c'est un dernier graphique qui est assez intéressant. Vous voyez, ça, c'était jusqu'à la fin du numerus clausus, c'était la courbe de progression et des personnels de soins. Et ici, vous voyez, les objectifs nationaux fait qu'on passerait de 2020 à 2025, jusqu'à maintenant, de 70 000 à 81 000 recrutements, c'est-à-dire 11 000 médecins. Donc, il y a une véritable politique de recrutement. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est l'équation qu'on va vous proposer d'étudier. C'est, en fait, on parle de numérique. Le numérique, ça permet, comme le dira tout à l'heure Daniel et Nasser, permet d'augmenter le médecin. Peut-être en 2030-2040, il l'aura en partie remplacé. Et à la fois, on recrute des médecins. C'est-à-dire qu'on est dans une vague inverse qui fait qu'à la fois, l'IA va se exploser dans les 20 premières années et à la fois, on aura de plus en plus de médecins. Je vous le donne dans le mille. Là, aujourd'hui, les médecins refusent évidemment une installation forcée, mais à un moment donné, quand il y en aura trop, la concurrence pourrait se mettre en place et résorber en partie le problème des déserts médicaux. Je passe la parole à Daniel. Alors, sur le numérique, on a échangé plusieurs choses avec Nasser aussi à côté de moi. On a voulu étudier un peu le sujet à partir du parcours santé et la prise en charge des patients. Alors, ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que la prise en charge des patients, il est en train de changer vis-à-vis du numérique. Il y a des nouveaux outils dans chacune de ces phases-là qui permet d'anticiper, accélérer, orienter et mutualiser les moyens pour la prise en charge des patients. La question qu'on se pose, est-ce que cette évolution va modifier l'organisation des établissements de santé à l'échelle du territoire comme à l'échelle de son organisation même? C'est une question qu'on se pose. On n'est pas expert, mais on se pose la question. On a débattu sur le sujet. Si tu peux passer la prochaine. Alors, en synthèse sur la prise en charge des patients, il y a 4 phases essentielles. Il y a le dépistage. Le dépistage, c'est l'anticipation pour prédire en temps réel, si possible, l'organisation des établissements pour prendre en charge les patients. Il n'y a pas meilleur exemple ce que nous avons vécu dans le Covid. Le Covid, c'était une problématique de dépistage à l'échelle mondiale, à l'échelle individuelle.
on avait des applications qui nous donnaient des infos pour pouvoir être confiné, pas confiné, si on était contagieux ou pas contagieux, est-ce qu'on était à côté de quelqu'un qui était contagieux ou pas contagieux. Ça veut dire qu'on allait dans des systèmes assez poussés, que c'est quand même cette partie numérique IA qui nous a dirigés pendant un temps sur notre façon de vivre dans la vie. Il y a le diagnostic. Dans les diagnostics, on a vu qu'il y a deux sujets qui sont majeurs dans l'évolution. Il y a l'analyse des images. Ça, c'est quelque chose qu'il y a de plus de précision et de vitesse d'analyse vis-à-vis de la radio. Ça, c'est un point qui est important pour la reconnaissance des symptômes. Et il y a un autre sujet qui c'est un peu de distance. On commence à voir aujourd'hui qu'il y a de la télémédecine, qu'il s'est fait un peu à distance, dans des cabines qui sont dans les pharmacies. Je ne sais pas s'il y a Céline qu'on avait discuté hier. Elle me disait il était dans une ville, il a eu un problème, il est allé à la pharmacie. 15 minutes après, il a eu un rendez-vous avec un médecin en télémédecine. Il a eu ce diagnostic de ce qu'il devait faire ou pas faire. Alors, il y a vraiment dans la partie diagnostique et numérique une avance sur le traitement à distance, le diagnostic à distance. À niveau du traitement, il y a des nouveaux outils qui ne vont pas remplacer, c'est pas un remplacement, c'est ce qu'on parle, c'est des médecins et des personnels soignants augmentés, ce qu'on avait échangé. On est plutôt sur des outils augmentés qui deviennent plus performants et plus précis. Alors aujourd'hui, il y a des exemples dans la chire. On sait faire de la chire à distance avec des outils de robots et d'images 3D avec beaucoup de précision. Il y a aussi la prescription de traitements qui sont des traitements beaucoup plus précis et plus ciblés vis-à-vis de la personne et la maladie. Et finalement, il y a la prévention, que c'est plutôt des sujets qui sont des malades ou des suivis à distance avec des applications connectées. Alors, on a vu un exemple, si tu peux passer, merci. On a vu un exemple de choses qui passent aujourd'hui, qui c'est plutôt expérimental. J'ai vu un appel à manifestation d'intérêt fait par la DGOS et la ANAP en juillet dernier, que ça concerne les objectifs, c'est l'optimisation des flux des patients urgences avec l'appel SMUR. Ce que j'ai compris, ça c'est un appel à manifestation, c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui il est en place, mais j'ai compris qu'il y a des choses qui se prennent en place déjà, que c'est sur le triage. Je le dis, c'est que j'appelle le 15, il y a déjà des algorithmes qui analysent l'appel, quelles sont les différents problématiques, pour tout de suite l'aiguiller à des services le plus spécialisés, que si c'est très urgent, il va aux urgences, c'est une maison médicale ou la télémédecine, pourquoi pas. Donc l'objectif de ça, c'est désengorger les urgences, la mutualisation et l'optimisation des infrastructures et l'amélioration des suivis des soins. Et ça, c'est un exemple concret aujourd'hui qui se pose à niveau du ministère sur le sujet. Alors, si tu peux passer la prochaine, on se posait deux questions dans tout ça qu'on voudrait développer. Avec ces nouveaux outils, sera-t-il possible de pallier la problématique des desserts médicaux avec les infrastructures qui peuvent être de plus en plus fragmentées? Ça, c'est une question qu'on s'est posée et qu'on voudrait bien débattre. Et là, deuxième question, de la concentration à la proximité, est-ce que c'est le médecin qui se rapproche du patient, à la différence d'aujourd'hui, que c'est le patient qui se rapproche du médecin? Tout ça dans une logique, bien sûr, de la gestion des flux. Est-ce qu'aujourd'hui, les flux patients avec ces différents outils, avec la problématique à niveau du territoire, ça va nous changer notre façon de voir l'avenir sur des sujets d'organisation spatiale au niveau du territoire et à niveau des bâtiments en interne. Voilà, alors.
Merci Daniel. Alors, on va donner la parole à nos experts, Marie-Pierre Bongiovanni, directrice générale des HNO, et Nasser Amani, spécialiste du numérique dans le même établissement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un établissement complètement dans l'actualité, à la fois des territoires, de la difficulté des territoires, et à la fois à la pointe du numérique. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à les inviter, ils ont plein de choses à vous dire. Marie-Pierre, à toi la parole. Prendre le risque de passer après 2 brillants architectes hospitaliers, on se retrouve avec 1 minute et demie de temps de parole. Donc je vais concentrer, esprit de synthèse, surtout que je veux laisser du temps à Nasser qui va vous parler de tout ce qui est flux d'informations, data, intelligence artificielle, qui est quand même le sujet, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Moi, je suis encore tenante du bâtiment, peut-être parce que j'ai un peu trop construit dans les bâtiments hospitaliers, mais je pense que le bâtiment, l'hôpital, au cœur de nos territoires, c'est encore une connexion importante avec nos citoyens, vers nos citoyens. Alors, on n'est plus vraiment vers l'aller vers, pour répondre à un certain nombre de questions qu'on s'est posées là au cours de cette table ronde, mais on est plutôt dans une transformation multidirectionnelle avec des échanges, et on le verra, entre les patients et les acteurs de santé, et un patient qui devient vraiment acteur de sa santé et qui détient aussi un certain nombre de données indispensables. On est sur un triple virage qui est en cours de développement, on le sent très bien, à la fois la santé préventive et la santé prédictive, mais aussi la prise en charge de pathologies chroniques dans des flux absolument continus d'infos, et puis le domiciliaire, que ce soit en EHPAD ou que ce soit en domicile privé. Un hôpital et ses multiples bâtiments, c'est aussi un patrimoine bâti qui existe aujourd'hui, qui est très important, qui a été bâti ces 20-30 dernières années, qui est à réhabiliter, à verdir, à rénover, à muter dans ses usages, mais en tout cas qui est là encore présent pour un certain temps, et qui est un enjeu majeur probablement pour ces 10 prochaines années, parce que d'une part, il y a des plateaux techniques lourds qui sont toujours nécessaire. Et quand je parle de plateaux techniques lourds, c'est pas uniquement le CHU. On a aussi aujourd'hui des hôpitaux de proximité qui vont accueillir de l'imagerie médicale avec de l'interprétation à distance. Donc des médecins qui seront attirés par ces plateaux techniques. Et puis des bâtiments nécessaires aussi pour les lits, même si on parle de moins en moins d'hospitalisation complète. On est quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, à la veille de 20 années où on aura un doublement de la population âgée. Il y aura quand même besoin pour ces personnes, et puis pour l'incidence du cancer, et puis les pathologies infectieuses et les épidémies, on aura quand même besoin de lits et de places ambulatoires. Des bâtiments aussi nécessaires pour des espaces de formation, des espaces de simulation vers lesquels on va de plus en plus, des espaces d'échange, parce que effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, une grande fragmentation des acteurs, mais pour autant des besoins, on ne peut pas être tout le temps en visio, on le voit bien, des besoins de rencontres physiques, de connaissance des acteurs. Pas uniquement les acteurs de la santé. Aujourd'hui aussi, on a dans certains établissements l'arrivée des acteurs économiques, des acteurs culturels, et je pense que c'est une grande richesse pour la santé. L'intitulé de notre conférence était sur les nouvelles frontières. À la fois l'hôpital comme garant d'un équilibre de la qualité de la sécurité des soins sur le territoire, non pas tout seul, non pas hospitalo-centré, reproche qui nous a été fait pendant de très nombreuses années, mais vraiment en liaison, et Nasser en parlera, en liaison avec l'ensemble des acteurs de santé. L'hôpital garant également d'un environnement sain. Je pense que ça, c'est une notion qui gagne à être vraiment développée quand on voit aujourd'hui tous les sujets sur les PFAS, sur la pollution, sur tout un tas de sujets sur lesquels l'hôpital intervient peu aujourd'hui, sauf par le biais de spécialistes, mais sera sûrement en première ligne demain. Et puis une frontière un petit peu, pour faire bouger les frontières, l'hôpital peut être aussi garant du maintien de certaines activités sur les territoires. On parlait de pharmacie tout à l'heure. Aujourd'hui, de par la réglementation, c'est pas possible pour un établissement hospitalier public d'accueillir une pharmacie, d'accueillir un audioprothésiste, d'accueillir un opticien, d'accueillir une librairie, d'accueillir un espace culturel. Peut-être demain, les choses changeront. On voit que ça existe dans certains pays européens.
et la dynamique fonctionne très bien. Enfin, juste un petit mot de conclusion avant de passer la parole à Nasser. Une référence qui a été signée par Jérôme Brunet dans une conférence très intéressante qu'il a donnée hier. Un hôpital pour abriter une ville et une vie meilleure, et je dirais un palais de la Renaissance en santé. Nasser. Bonjour à tous et toutes. Comment enchaîner après tout ça ? Ça va aller. Okay. Très clairement, quand on a échangé, alors moi je suis directeur des services numériques et de l'ingénierie biomédicale donc, de notre groupement d'établissements des hôpitaux Nord-Ouest et du GHT. Et quand on a parlé de cette table ronde, quand on a envisagé qu'est-ce que l'hôpital du futur, j'ai donné ma vision de ce que pouvait être l'hôpital du futur, qui est en fait aujourd'hui déjà l'hôpital du présent, puisque en fait on a déjà énormément d'innovation en termes d'organisation et qui sont déjà présentes. Donc l'hôpital du futur, c'est un hôpital qui va être augmenté, vous l'avez dit tout à l'heure, connecté, mais c'est un hôpital qui doit être avant tout et qui doit rester profondément humain. Donc on vit depuis plusieurs années une transformation sans précédent de nos organisations hospitalières. L'intelligence artificielle, effectivement, prend une place très importante. Je ne vais pas citer des stats sur l'usage de l'IA générative dans des pratiques au quotidien, mais pour citer juste un chiffre, pour l'usage d'Instagram, c'est environ 8 ans pour arriver à 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT, en 2022, a mis 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc ça montre bien où est-ce qu'on va et ce qu'est aujourd'hui, et ce que devient aujourd'hui l'IA, et la place que prend l'IA dans nos pratiques et dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, dans nos hôpitaux, l'intelligence artificielle, la gestion de la donnée, la valorisation de la donnée, cette nouvelle technologie connectée, elle s'impose aujourd'hui comme le véritable levier de transformation, à la fois médical, mais aussi organisationnel et au sein du territoire. Donc, c'est plus un horizon lointain, c'est présent. On a parlé tout à l'heure du diagnostic, l'IA a des fins diagnostiques, mais c'est aussi la gestion des flux et la relation avec le patient. Donc ces technologies, c'est une vraie révolution aujourd'hui dans le rapport qu'on va avoir aux soins et dans le rapport qu'on a avec le temps et avec l'humain. Alors, je vais quand même citer quelques exemples, puis j'ai un peu de temps, mais je pense qu'on peut le faire. Donc, on parlait tout à l'heure d'IA en imagerie. L'IA en imagerie, ça a été le précurseur de l'IA au sein de nos établissements de santé, parce que l'imagerie, c'est très simple, c'est du binaire, c'est des 0, des 1. On fait des images à des formats DICOM, et c'est très facile à analyser. On met ça dans des ordinateurs très puissants, et on arrive à faire de la projection, et en tous les cas, du diagnostic, de l'aide au diagnostic pour nos médecins radiologues, et ça permet de libérer du temps médical. Au bloc opératoire, on a cité tout à l'heure les robots, la robotisation assistée par l'IA, qui apporte plus de précision et des délais de séjour plus courts, notamment, et des suites post-opératoires plus simples à gérer. Dans les pharmacies, on a aujourd'hui de la préparation en chimiothérapie qui est assistée par l'IA. On fait de la conciliation médicamenteuse grâce à l'IA. Dans les unités de soins, on arrive, notamment en réanimation, à avoir des IA et des algorithmes prédictifs qui sont capables de détecter des signaux faibles et des signaux de dégradation du patient qui sont invisibles cliniquement. Donc, c'est toutes ces évolutions qui arrivent, et une évolution majeure que j'ai vu aussi récemment aux États-Unis quand je suis allé à IMSS, c'est les outils de télésurveillance qui permettent aujourd'hui de maintenir le patient à son domicile tout en permettant de détecter plus précocement une aggravation d'une pathologie. Les plateformes de télésurveillance sont proactives, elles vont éviter aux patients des passages d'urgence. Donc on n'est plus à l'ère de l'expérimentation, on est vraiment dans les usages au quotidien et dans les changements aujourd'hui, et qui transforment la manière de soigner. Alors, un des leviers importants et la vraie révolution, c'est la data. On génère énormément de données dans nos établissements de santé, et c'est grâce à cette data qu'on arrive aujourd'hui à avoir des outils d'IA, des algorithmes qui vont nous permettre d'alimenter des recherches, des essais cliniques, qui vont créer des registres de cohortes, qui vont permettre des modèles prédictifs. Elle permet aussi de passer d'une médecine curative à une médecine qui va être préventive et prédictive. Alors, tout à l'heure, on parlait d'un sujet intéressant qui était les passages d'urgence et les SAMU.
au sein de notre établissement, en septembre, on a lancé le déploiement d'un système basé sur l'IA et sur nos entrepôts de données qui nous permettent de faire de la prédiction de passage aux urgences. Donc on sait à 5 jours combien de passages vont passer aux urgences. Sur ces patients-là, combien vont être hospitalisés, quel est le taux d'hospitalisation. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir aussi dire, ces patients, il faudra libérer 10, 12 lits d'aval dans telle spécialité et telle spécialité. Donc l'objectif est effectivement de pouvoir gérer, grâce à l'IA, tous ces flux et gérer tous ces flux d'urgence. Je ne reciterai pas l'exemple du SAMU, parce que l'exemple du SAMU, c'est un exemple qui est concret aussi, qui permet de faire du triage intelligent sur la base des appels au 15 et d'analyser les symptômes et d'aiguiller le patient vers la structure la plus adaptée. Donc, il faut quand même être vigilant face à toutes ces évolutions, parce qu'il y a des gros points de vigilance. Je ne sais pas si c'était dans un des slides, mais le premier risque, c'est trop de technique, trop d'informatique, peut quelquefois éloigner le soignant du patient. Le deuxième, c'est la fracture numérique. On ne se le dit pas assez. Tout le monde ne maîtrise pas aujourd'hui les outils connectés. Tout le monde n'a pas accès par son lieu d'habitation sur le territoire. Donc il ne faudrait pas que ces nouvelles technologies, cette innovation, renforcent la fracture numérique et les inégalités. Donc ça, c'est un élément important. Enfin, vous savez ce que c'est que la cybersécurité. Nous, on connaît très bien au sein de nos établissements. La dépendance technologique peut aussi nous gérer des risques face à la cybersécurité. Donc, il y a un sujet autour de, si on est trop connecté, comment on gère l'hôpital de demain en cas de rupture d'accès au système d'information. Je vais citer un exemple, et juste de Dominique Pont, qui était le directeur qui a été longtemps directeur de la délégation du numérique en santé, qui disait l'IA, l'innovation en numérique, doit repositionner le soignant là où leur valeur est la plus forte, c'est dans la relation et l'accompagnement. Et en fait, l'IA augmente l'hôpital, mais il va aussi augmenter le soignant et il va augmenter le patient. Et c'est aujourd'hui ce que nous, on essaie de conduire dans tous nos projets, c'est recentrer l'IA et pas de faire mettre l'IA en opposition avec le soignant, mais en complémentarité. Donc l'IA plus le soignant doit être plus fort que l'IA seul ou que le soignant seul. Merci beaucoup, Nasser. On avait rêvé d'être dans une petite salle pour faire une table ronde, et là, il n'y a qu'un arc de quelques degrés. Et en fait, on aurait aimé échanger avec vous. Et donc, si vous voulez intervenir, si vous voulez poser une question, c'est vraiment avec plaisir. On a encore 10 minutes. Si, on a encore 10 minutes. Donc, voilà, je vous en prie. Levez la main, j'apporterai un micro. Alors, bon, donc la question qu'on se pose, vous avez compris, elle est écrite ici, c'est de savoir, au filtre de ces trois facteurs, quel pourrait être l'hôpital d'après-demain, quelque part. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs. Non, on en a sélectionné 3, mais peut-être qu'il y a d'autres facteurs, peut-être qu'il y a peut-être qu'on a loupé quelque chose. Mais en tout cas, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ouais. Ok, tout va bien. Alors, je vais et quand même, j'avais pas fini mes slides. Je vais donner quelques petits exemples. Voilà, parce que on n'est pas les seuls à se poser la question. À se poser la question de la proximité. Ah, il y a une question. Ah, alors c'est parfait. Ah. Spécialement. Bon, écoutez, je pense que la présentation que vous faites est extrêmement saisissante et formidable. Et en même temps, elle montre bien à la fois la fragilité de notre système. Et en écoutant Nasser, la question que je me pose, et parce que ça interfère à une table ronde précédente, c'est la mobilisation énergétique amenée par l'avènement du numérique dans son déploiement, qui en même temps
certes, apparaît comme une garantie, ou du moins une amélioration telle que l'a décrit Dominique Pont, d'ailleurs, une amélioration de la prise en charge du patient vis-à-vis de son instant de fragilité. Pour autant, on est conditionné à la gestion de cette ressource. Cette puissance électrique mobilisée, avec aujourd'hui l'avènement considérable des data centers, quand on lit un peu les événements qui sont liés à ça, on voit la masse d'énergie électrique mobilisée sur ces choses-là, et en même temps, comment l'hôpital va-t-il se prémunir de cette, effectivement, potentielle pénurie, parce qu'à ce moment-là, ça le met dans un état de faiblesse considérable. Entendez, oui. Ça, c'est une vraie question, puisqu'on voit qu'il y a une explosion de consommation d'énergie avec l'IA. Et c'est aussi ce qui nous conduit à penser à une utilisation raisonnée. On avait l'autre jour un échange avec une professeure du CNAM qui nous disait c'est un peu faire appel systématiquement à l'IA, c'est un peu consommer une partie de l'énergie d'une centrale nucléaire pour commander une pizza. Bon, c'est une image, mais je pense que ça doit nous conduire aussi. Donc Nasser précisé, et c'est vrai que je dirais que c'est le premier motus, c'est comment on la met au service du soignant, au service du médecin, au service de l'infirmière, et non pas en substitution, et comment on en fait une utilisation raisonnée, c'est-à-dire pas l'usage qu'aujourd'hui la tranche des 18-24 ans fait de ChatGPT, puisque c'est 99% qui en a une utilisation quotidienne. C'est énorme. Donc certes, les applications hospitalières ou les applications en santé, elles sont tout à fait différentes en termes d'IA, mais il faut absolument qu'on en voit aussi le côté consommation, alors consommation d'énergie et aussi consommation financière, puisque tout ça, c'est quand même un coût pour lequel aujourd'hui on est, vous le savez, en difficulté dans beaucoup d'établissements. Moi, j'avais préparé des chiffres, donc du coup, c'est concernant les consommations, qui sont assez intéressants et qui font justement référence à ces derniers échanges qu'on a pu avoir avec ce chercheur. Une requête dans ChatGPT, ça consomme en moyenne 3 Wh, et c'est 10 fois plus qu'une recherche dans Google classique. Donc en fait, il vaut mieux aller chercher dans Google de temps en temps que plutôt que de demander à l'IA générative de savoir quel temps il va faire demain. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui 97%, si je ne dis pas de bêtises, des étudiants aujourd'hui qui utilisent l'IA au quotidien. Et sur ces 97%, 30% ont un abonnement de ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fini. Enfin, c'est rentré dans les mœurs, dans les usages, et on ne pourra pas faire marche arrière. Mais cette question reste très juste. C'est comment on va gérer cette problématique énergétique lorsque ça sera encore plus aujourd'hui présent, même si ça l'est déjà beaucoup, mais déjà présent dans nos usages. Je vais prolonger mon propos. Ce qui veut dire qu'au fond, on se trouve tous dans l'obligation de reconsidérer notre modèle, globalement. Notamment le modèle du champ hospitalier. Ça veut dire comment nos bâtiments de santé doivent être prudes en termes de consommation énergétique, quelle qu'elle soit. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à ma connaissance du jour, les bâtiments de santé sont de plus en plus consommateurs d'énergie. À la fois liés à ce qu'on vient d'évoquer sur l'IA, mais aussi sur les qualités de confort que l'hôpital est censé amener à ses patients, ce qui n'est pas discutable. Ce qui est discutable, c'est le modèle architectural, la typologie qui est mise en œuvre, qui, à mon avis, amène à des consommations considérables. Et ça, c'est lié, à mon avis, me semble-t-il, à la fois à l'acquisition des conforts qui devient un incontournable. Pour autant, est-ce que les modèles architecturaux que l'on met en œuvre sont à même de pouvoir garantir une diminution des consommations ? Je pense que ça interroge la profession entière dans sa complexité, architecte et son ingénierie. Parce que nos bâtiments de santé deviennent des porte-avions atomiques. Ils sont à la fois extrêmement consommateurs financièrement dans le niveau de l'investissement,
qui sont aussi consommateurs dans le niveau de sa gestion, dans sa maintenance, et même dans la compétence que ça mobilise pour maintenir. Et quand on va rajouter toute la dimension numérique, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a 15 ans, on ne parlait pas du numérique dans les hôpitaux. Et vous voyez bien aujourd'hui la technologie que ça génère. Et est-ce qu'on peut continuer cette marche en avant considérable ? C'est qu'on va dans le mur dans cette situation. Et il me semble que ça doit mener le législateur et l'ensemble des gens concernés à une reconsidération du modèle. Comment fait-on ? Alors il y a des parties dans l'hôpital qui sont incontestables. Toute la partie interventionnelle, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible. Mais tout ce qui est en dehors de ça, on peut le réinterroger. Aujourd'hui, ça fait partie du programme hospitalier, du champ hospitalier. Est-ce que ça a encore raison d'exister ? Est-ce que l'administratif, est-ce que les consultations sont liées directement à l'hôpital ? Et ça, ce sont de vraies questions. Et tant qu'on ne se posera pas ces questions, on ne sera pas à même de pouvoir rationaliser l'appel à consommation énergétique. Je pense que c'est une vraie question sociétale. Et c'est ça la problématique qui est posée. Hospitalier, je ne me prononcerai pas à la place des archis. Alors, il y a 15 ans, on avait déjà beaucoup de numérique en santé, on n'avait pas beaucoup d'intelligence artificielle, mais on avait quand même déjà beaucoup de consommation sur nos salles serveurs. Sur le modèle programmatique et par exemple les consultations, c'est quelque chose dont on nous parle très souvent. Alors, on fait beaucoup de consultations hors les murs, beaucoup de consultations avancées. Après, il y a un sujet aujourd'hui, suivant les consultations, les médecins ne les font pas sans un plateau technique lourd. Donc, il y a quand même toute une partie d'ambulatoire qui restera en proximité des hôpitaux. C'est pas forcément négatif, voilà, mais effectivement, on peut après être peut-être un petit peu plus raisonnable en mètres carrés. Après, sur le modèle... On avait pris quelques exemples, là, je pense que c'est... Oui, il ne s'agissait pas de vous présenter l'hôpital du futur. Ça a été fait depuis hier par beaucoup de confrères. Et en fait, on s'interroge sur les formats. C'est-à-dire, en fait, la question que tu poses, c'est comment optimiser ces plateaux de soins. Après, on peut considérer qu'il y a 3 grands domaines hospitaliers. Il y a l'interventionnel, la convalescence et le diagnostic. On voit bien que le diagnostic et la convalescence, on trouve des solutions d'expatriation. Par contre, l'interventionnel doit rester concentré. Et je rejoins ce qui a été dit en début de ce colloque, c'est qu'effectivement, on pourrait imaginer que les hôpitaux qu'on a construits jusqu'à maintenant soient de plus en plus techniques et non plus des hôpitaux qui hébergent de moins en moins. Mais on n'est pas sur des propos radicaux, ce sont des tendances. Mais, en tout cas, ça va dans le sens de nos premiers propos, c'est-à-dire que la meilleure façon de faire des économies à l'hôpital, c'est de ne pas y aller, et c'est d'ailleurs de ne pas en avoir besoin. Et grâce à ces systèmes, grâce à cette organisation tentaculaire dans les territoires, c'est-à-dire la possibilité d'être proche, d'avoir des diagnostics préventifs, prédictifs, on pourrait avoir moins besoin d'aller à l'hôpital. Donc peut-être que cette balance énergétique et économique pourrait se trouver justement là-dessus. Quelques exemples, parce que ces problématiques, nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup en Occident, tout le monde se pose le problème de la proximité. Donc on a tenu à vous faire un petit tour, mais très bref, sur, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir que chaque pays a une organisation différente. Donc les États-Unis sont organisés autour de leurs assureurs, et donc il y a une chaîne de soins qui autour de l'assurance auquel vous avez souscrit, et donc vous avez des infrastructures liées à ces... Et donc vous avez des formats d'hôpitaux à la fois concentrés, déconcentrés et déplacés. Aux États-Unis, c'est les Patient Center Medical Home. Voilà. Après, il y a le Walk-in Center, c'est-à-dire les centres Maggie en partie. Ça a été dessiné par Stephen Hall. C'est vraiment pour la blague, hein, évidemment, mais ce qui est intéressant, ça illustre bien que ces antennes high-tech pourraient revenir en ville. Et pourquoi pas dans le cadre de restructuration
puisqu'il ne s'agit plus de vraiment construire neuf. Il y a des très bons exemples en Espagne, alors en Catalogne hein, plus précisément, c'est qu'en Catalogne, le pays n'est pas du tout organisé comme nous. Le premier recours se déroule dans des maisons médicales, mais avec un plateau technique. Et c'est le premier pas vers l'hôpital, ne se fait pas dans les centres hospitaliers, dans les urgences, mais dans ces établissements qui performants. Et ça permet d'avoir finalement un centre plus près de chez soi. Il y a des très très beaux exemples architecturaux de Cap. Ça en est un. Au Japon aussi, ça c'est une petite blague, d'HKL Studio à Chiba, il se pose aussi la question de cette proximité. Alors ces centres, c'est les Shinryu, évidemment je ne suis pas japonais, j'ai du mal à le dire. Et puis on en a parlé. Il y a les exemples danois, ça a été soulevé à l'une des conférences, c'est des établissements de type centre de santé, c'est-à-dire qui ont eu un format un peu hybride. Et moi, je crois fort en ces formats-là, c'est-à-dire un établissement plus proche, mais auquel on a confiance. C'est-à-dire justement avec le plateau, toute la suite de diagnostic dont le médecin aujourd'hui a besoin. Et donc voilà, avec des centres de consultation et pourquoi pas d'hospitalisation de jour. Donc voilà, après, évidemment, on ne montre pas le corollaire de ça, c'est-à-dire que pourraient devenir ces grands centres hospitaliers qu'on a construits. Et ça pose des questions plus existentielles, c'est-à-dire à quel point ils sont révocables, à quel point ils sont réversibles. Et donc ça nous ramène à nos préoccupations d'hôpital d'aujourd'hui. Voilà. Un dernier mot, conclusion. Je peux toujours parler, ça peut être long. Eh bien, oui, ça peut être long. Enfin, en tout cas, merci pour votre écoute. Merci.